tu passes un peu au second plan, entre guillemets. Moi, je me suis mis la pression parce que, justement, je travaillais pas. Donc, c'était mon rôle à moi de faire que tout soit, tu vois, nickel, que tout roule, que mon mari ait pas à gérer, ait pas à faire d'intendance ou à gérer des trajets et tout ça parce que lui, il rentre du boulot et que, moi, je bosse pas. Donc, c'était normal que je le fasse. Mais en même temps, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais quand on était en France. Cette partie intendance de la maison, toute la paperasse, l'administration, tout ça, c'était moins compliqué au niveau de la paperasse, mais je gérais déjà tout ça en France, avec un travail à plein temps. Et il y avait des fois où, quand je parlais à mes copines en France, je me disais, mais comment je faisais avant pour gérer tout ça, alors qu'aujourd'hui, je travaille plus et je me sens encore plus débordée qu'avant. Peut-être parce que au final, sans s'en rendre compte, on se met plus la pression, parce qu'on sait qu'on ne travaille pas, donc on n'a pas le droit à l'erreur, parce que si tu te plains, on va te dire, mais attends, mais tu bosses pas. Tu sais, des fois, tu as des remarques, tu fais, ouais, mais t'as la belle vie. Tu travailles pas, t'as la belle vie, tu pars en week-end, tu voyages, tu visites les États-Unis, franchement, c'est top. Et après, les gens, j'ai envie de leur dire, ouais, c'est top, mais peut-être tout le monde t'envie, tout ça, te dit que t'as la vie facile. En même temps, moi, ces gens, tu vois, des fois, je leur disais, mais t'as eu le courage, toi, de tout plaquer? T'as eu le courage de partir, laisser ta famille, tes amis, t'aventurer dans un nouveau pays? Peut-être que tout semble facile, tout semble facile sur les réseaux sociaux parce que t'as pas envie de partager non plus, t'as pas envie de te plaindre parce que tu as peur d'être jugé. Je pense que voilà, en tant que femme d'expat, conjoint d'expat, on peut pas dire femme parce qu'il y a peut-être des hommes aussi. Même si tu fais la même chose que ce que tu faisais en France, tu as la même charge de travail, t'as pas d'excuses, quoi. En France, si tu n'as pas envie de faire le repassage, parce que j'ai fini mon boulot, mes 35 heures, j'ai pas envie de faire le repassage à la maison, on va te dire ouais, ok, voilà. Ici, si je fais pas mon repassage, mais t'as fait quoi toutes les journées? Souvent j'ai cette question là, t'as fait quoi aujourd'hui? Genre mes enfants, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien, je suis restée en pyjama toute la journée, j'ai regardé la télé. Non mais sérieux, non mais sérieux. L'écrivain Antonio Tabucchi disait « La culpabilité est un sentiment irrationnel, le sentiment d'être responsable de tout le mal du monde. Le remords, lui, exprime une nostalgie, le regret de ce qui aurait pu être et n'a pas été. » Sophie, elle se sent coupable. Alors qu'elle adore sa vie lyonnaise, une vie sociale, épanouissante, riche, Sophie décide de partir vivre à l'étranger avec son mari et leurs 2 enfants. Une fois sur place, elle découvre cette nouvelle vie américaine qui lui faisait tant envie. Une vie très différente, dans laquelle, du moins au début, elle doit mettre entre parenthèses sa carrière. Elle s'investit à la maison pour installer tout le monde, pour recréer le cocon familial, mais aussi à l'école de ses enfants, pour revivre cette nouvelle aventure à fond. Sauf que ses efforts pour recréer son cercle social n'amènent pas le succès escompté. Alors, quand tout se calme, Sophie se sent seule, terriblement seule. Se serait-elle un peu oubliée en chemin ? Possible. S'empare d'elle alors un nouveau sentiment, la culpabilité. Elle est conjoint suiveur en expatriation et vue de loin, c'est vrai, elle a tout pour être heureuse après tout. Une jolie maison, une belle famille avec qui elle découvre ce nouveau pays-continent où elle s'est installée. Les autres comprendront-ils ? À quoi bon appeler à l'aide finalement ? Pourtant, elle aime cette nouvelle vie. Aujourd'hui, avec Sophie, on explore l'ambivalence des sentiments qui s'emparent des conjoints suiveurs. Le bonheur de l'expatriation couplé à la solitude et à la culpabilité de ne pas se sentir complètement à sa place. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Moi, c'est Sophie. Je suis expat aux États-Unis, en Pennsylvanie, depuis maintenant presque 7 ans. Je suis maman de 2 ados, un garçon et une fille de 14 et 16 ans. Et j'ai suivi en fait mon mari qui a eu une opportunité via son travail aux États-Unis.
Donc moi j'ai toujours eu envie de partir, voilà. Par contre pour moi c'était clair, c'était les États-Unis et rien d'autre. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, tu sais, le rêve américain, puis bon, tu vois, notre génération, on regardait tellement de séries américaines, tu vois, enfin voilà quoi, ouais, vraiment. Tu connaissais les États-Unis? Tu y étais déjà allée? Oui, je connaissais les États-Unis parce que j'ai en fait presque tout le reste de ma famille qui est en Californie. Je suis pas tellement en contact avec eux parce que bon, chez les Asiatiques, les contacts, compliqué. Mais voilà, j'étais déjà allée quand j'étais ado et mes grands-parents étaient aux États-Unis. Donc voilà, il y a vraiment que mes parents qui sont eux restés en France. En fait, voilà. Mon grand frère, lui, a été, quand il était petit, il a été habité quelques années avec mes grands-parents, parce que la situation familiale faisait que il était mieux avec mes grands-parents à cette époque, parce que mes parents s'installaient tout juste en France. Donc, mais moi, non, moi, c'est juste des voyages, 1 ou 2 voyages, voilà. Mais quand j'étais ado, quoi, donc c'était loin, c'est loin. Les années avant de partir ont été un petit peu compliquées. On a eu quelques soucis avec une maison qu'on a achetée. On s'est retrouvés dans un conflit en fait avec les voisins sur une maison qu'on a achetée. On n'était pas au courant, enfin voilà. Et en fait, c'est vraiment à cette période qu'on s'est dit, punaise, qu'est-ce qu'on ferait pas pour, tu vois, partir quoi. Mais partir à l'autre bout du monde, vraiment partir. Et c'était vraiment, ça nous avait vraiment miné cette expérience. Et c'est à partir de là, je pense que mon mari a vraiment commencé à creuser auprès de son chef, tu vois, pour voir s'il y avait des opportunités à l'étranger, parce qu'on voulait vraiment... Enfin, lui, il était vraiment... Cette expérience l'a vraiment, vraiment marqué. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui lui, il a décidé. Et donc, au final, on a réussi à se débarrasser de cette maison. On a emménagé en banlieue... Enfin, on a toujours été en la périphérie de Lyon, donc on a emménagé dans un superbe appartement où on s'est senti très, très bien. Et puis paf, bah voilà, c'est arrivé, genre quelques mois après qu'on soit installés, il a eu cette opportunité, donc voilà, ça s'est présenté comme ça, quoi. Donc plus vraiment au moment où on voulait partir, puisqu'on était à nouveau bien dans cet appartement, mais voilà, ça s'est présenté et au final, il y a eu beaucoup d'échanges parce que de négociations et tout ça. Et au moment où on allait tout laisser tomber parce que c'était trop compliqué, tout ça, on a décidé d'en parler aux enfants qui, à l'époque, avaient 6 et 8 ans, qui, eux, ne connaissaient rien des États-Unis parce qu'ils ne regardaient pas trop la télé. Et puis, à part Disney, je crois qu'ils ne regardaient même pas trop à cet âge-là. Donc, ils ne regardaient pas les séries comme nous, tu vois. Ils ne connaissaient rien. Et on leur a dit ça. Et franchement, ils nous ont scotchés parce qu'ils ont dit oui, pourquoi pas, quoi. Donc, après, voilà, on a creusé un peu plus et voilà, ça s'est fait comme ça. On avait vraiment un bon groupe d'amis et moi j'étais un peu j'étais un peu au centre parce que j'étais la personne qui avait fait rencontrer tout le monde et puis aussi moi j'aime bien organiser des choses, donc c'était toujours moi qui organisais. J'organisais les vacances avec les copains, j'organisais les soirées, tout ça, donc on était vraiment bien, enfin on n'avait pas un week-end de libre, on était vraiment bien, quoi. Ce que Sophie ne dit pas, c'est qu'à l'époque, elle travaillait dans l'agrochimie. Un métier qui lui avait un temps plu, mais dont elle avait fait le tour. Elle avait envie de voir autre chose et elle s'est lancé le défi un peu fou de se former à la pâtisserie et même de passer le CAP correspondant. Et on peut dire que Sophie avait de la suite dans les idées quand on voit ce qu'elle en a fait plus tard. C'est vrai que j'étais, moi, à un moment de ma vie professionnelle où j'étais pas bien du tout, où j'avais fait le tour de de mon travail. Donc, avec mes enfants, j'avais commencé à me mettre à la pâtisserie. Et par défi, en fait, je me suis inscrite à un CAP de pâtisserie pour le passer en candidat libre. Et puis, je l'ai eu. À l'époque, je ne l'ai pas envisagé comme une reconversion professionnelle, quoi. C'était vraiment un défi. Parce qu'à l'époque, c'était la mode de ces gros gâteaux pâte à sucre et tout ça pour les enfants avec plein de déco. Et moi, j'en faisais beaucoup. Donc, les copains me disaient pourquoi tu les vendrais pas, quoi. Et c'est vrai que pour les vendre, en France, pour vendre de la pâtisserie, il faut un diplôme. Donc, je me suis dit, je
je passe le diplôme, je vends quelques gâteaux, et puis voilà, ça me fera, tu vois, à côté de mon boulot qui franchement, me plaisait plus du tout. Donc c'est pour ça que quand mon mari m'a dit, écoute, est-ce qu'on se lance ou pas? Moi, j'en avais marre de mon boulot, j'avais ce CAP, je me suis dit, le rêve, quoi. Enfin, la pâtisserie française aux États-Unis, tu vois, c'est vachement apprécié. Donc, je dis, c'était l'occasion pour moi de tout plaquer, justement, de démissionner sans avoir les contraintes, en fait, tu vois, de tout plaquer en France et démissionner, me reconvertir dans la pâtisserie, j'aurais jamais fait. Mais là, c'était un nouveau départ pour moi aussi. Donc, c'était l'occasion rêvée, quoi. Ça, c'est pour la vie d'avant. Et donc, il y a 7 ans, Sophie, son mari et leurs 2 enfants se sont envolés pour la Pennsylvanie, aux États-Unis. La Pennsylvanie, c'est cet État qui a l'air d'un grand rectangle exactement tracé que vous retrouvez sur la côte est américaine et qui s'étend du sud de New York, de Philadelphie, jusqu'au lac Erie, vers le nord-ouest de l'État. La Pennsylvanie est très connue pour ses paysages variés, pour de très vastes étendues de terres cultivées, de grandes forêts et de montagnes, mais aussi, bien entendu, pour Liberty Bell, un symbole très fort de la liberté américaine, que l'on retrouve en fait au travers de toute l'histoire des États-Unis qui s'offre aux visiteurs de Philadelphie, la plus grande ville de l'État. Enfin, un petit fun fact, parce que je sais que vous aimez ça, sachez que la Pennsylvanie, c'est le 5e État le plus peuplé des États-Unis, avec plus de 13 millions de résidents qui étaient recensés en 2020. On est en Pennsylvanie, mais à moins de 2 heures de New York. Déjà, tu vois, arriver à New York, le rêve, quoi. Donc la maison, c'est, tu vois, dans un lotissement à la Desperate Housewives, quoi, tu vois. Donc le truc... Alors c'est quoi une maison, la Desperate Housewives? Bah, tu sais, ces belles maisons que tu vois... Moi je sais, mais je sais pas si tout le monde sait. Ces belles maisons que tu vois, tout alignées, puis hyper bien entretenues, avec des allées, enfin les pelouses bien vertes, enfin tout nickel, quoi. Il n'y a rien qui traîne dehors, parce que tu as des règlements de lotissement. Et voilà, quoi. Donc, et puis l'agent immobilier qui avait travaillé avec nous, enfin qui s'occupait de la relocalisation, on avait des meubles de location aussi. Donc, quand on est arrivé dans la maison, tout était, c'était tout meublé, tout bien décoré. La table était mise. Enfin, tu vois, vraiment le rêve, quoi. Et puis, les enfants ont commencé l'école pas très longtemps après, parce qu'on est arrivé fin juillet. Ouais, fin juillet. Puis, ils ont commencé l'école fin août. Donc, le mois d'août a été très chargé entre l'adaptation. On n'avait pas nos meubles, il fallait tout racheter. Enfin, tu vois, rien que acheter la nourriture, tout ça, les inscrire à l'école, voilà. Et puis eux, premier jour d'école, nous, hyper inquiets et tout ça. Puis alors eux, ils sont partis, mais limite, ils nous ont mis à la porte, quoi. Ici, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les enfants étrangers, enfin, sont vraiment pris en charge par quelqu'un à l'école, même s'ils sont en immersion totale, mais ils ont une prof English Second Language qui les prend en charge, et c'est vraiment, même si c'est qu'1 heure ou 2 heures par jour, en 2-3 mois, ils savaient déjà parler bien, puis en 6 mois, ils étaient bilingues, quoi. Donc, Une fois sa petite famille installée, Sophie se recentre sur elle, avec un objectif, rencontrer du monde. Si elle ne cherche pas à se rapprocher particulièrement des autres Français vivant dans la région, passer le cap de la rencontre avec les Américains reste très difficile pour Sophie. alors, je n'évitais pas les Français, mais je ne les cherchais pas à la compagnie française, on va dire. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait en fait de Français, tu vois, au milieu de la Pennsylvanie. Donc, je me suis pas trop posé la question. Et on était ici pour 2 ans. Et pour moi, c'était vraiment vivre l'expérience américaine, quoi. C'était vraiment, voilà, je viens pas aux États-Unis pour me retrouver entre expats, quoi. Parce que j'ai des copains qui étaient partis au Japon et ils étaient que entre expats français, donc je voyais pas l'intérêt, quoi. Moi, c'était vraiment le vivre à travers, avec des Américains, quoi. Oui, donc au début, moi je les ai trouvés très avenants parce que tu te promènes dans le quartier, tu connais personne, tout le monde te salue, te dit bonjour, comment ça va? En France, quand on fait ça, on te regarde avec des gros yeux. Ici, et là, je me suis dit, ça va être génial, ça va être super, on va pouvoir se faire... Enfin, c'est super facile de nouer le contact et tout ça, donc
Donc voilà. Et puis au fil du temps, les mamans, tu les rencontres pas trop parce que les enfants prennent tous le bus. Donc en fait, même à l'arrêt du bus, la plupart des enfants, ils sont lâchés, ils y vont tout seuls. Les voisins que tu croises qui te disent oui, il faudrait qu'on prenne un café, machin et tout. Bon, voilà, l'invitation, elle reste en fait en suspens. Toi, t'oses pas trop parce que tu connais pas, tu sais pas trop, t'as pas envie d'effrayer non plus les gens. Moi, j'ai essayé de m'investir au niveau de l'école. Je me suis inscrite dans les assos de parents d'élèves et tout ça, mais bon, je me suis pas sentie à ma place, quoi. Pourquoi ? Voilà, quoi, une nouvelle qui arrive, elles avaient déjà... Pourquoi tu t'es fait ? Je sais pas, elles avaient déjà leurs idées, donc toi, tu essayes de proposer quelque chose, voilà, et puis... Donc je sais pas, ça n'a pas collé, je saurais pas te dire pourquoi. Pourtant, j'étais vachement volontaire, je suis sortie un peu de ma zone de confort quand je suis arrivée ici, parce que je suis allée au-devant des gens. Tu vois, t'as toujours peur un peu de l'accent français. Bon, moi, dans ma carrière professionnelle, j'étais bilingue parce que je travaillais beaucoup à l'international, donc ça me posait pas de problème. Et c'est vrai que quand on a parlé de l'expatriation, j'avais la possibilité d'avoir des cours d'anglais avec une prof, 2 heures par semaine ici, que j'ai fièrement refusé en disant que non, moi je travaillais à l'international, mon anglais, j'étais tout à fait contente de mon anglais, tout ça. Et puis après 1 ou 2 mois ici, je dis ok, non, peut-être que j'ai besoin de cours d'anglais, mais en fait j'ai pas besoin de cours de vocabulaire, de grammaire et tout ça, j'ai besoin d'un cours sur la culture américaine, sur l'accent américain, parce que c'est l'accent américain, voilà, parce que les gens les gens me comprennent, mais voilà quoi, c'était voilà, t'as toujours quand même un petit accent français, donc c'est charmant pour eux, mais bon, toi t'as pas... Et ils te disent oui, tu nous fais voyager. Je lui dis oui, mais moi j'ai envie que tu me comprennes, j'ai pas envie que tu voyages. Mais c'était vraiment l'accent américain que je voulais avoir, les intonations, tu vois, ce genre de truc que nous on n'a pas dans la... C'était un complexe, quoi, un peu. Oui, parce qu'au bout d'un moment tu te dis mais c'est pas possible. Comment ça se fait que je rencontre des gens, mais ça va pas au-delà, quoi. Et t'attribuais en fait la difficulté des rencontres à l'accent ? Je sais pas, parce que alors au début, j'avoue que on est arrivé donc en 2016 et donc il y a eu l'élection présidentielle juste après et donc Trump est passé et j'avoue que là j'ai eu un sentiment que j'ai jamais eu en France et je me suis dit oula, comment ça va se passer, quoi. Et c'est vrai que les peu de playdates, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de playdates, donc les playdates c'est quand tu invites les autres enfants à venir à la maison et tout ça. Donc on a eu quelques playdates au début et quand ça se passait le week-end, je disais toujours à mon mari, viens là, viens à côté de moi, quand j'ouvre la porte, viens te présenter, que les gens voient que toi t'es pas asiatique, quoi, t'es pas, tu vois. J'avais jamais eu ça en France, mais ici, avec l'élection de Trump, je sais pas pourquoi, je me suis vraiment... Mais tu l'as ressenti ou c'est de voir ce qui se passait dans les news ? Personnellement, à ce moment-là, j'ai pas ressenti... Non, j'ai rien ressenti. Les gens étaient avenants, mais comme ça restait en façade, tu vois, tu t'es dit, est-ce que c'est ça, quoi ? Il y a peut-être quelque chose, voilà. Quoi. D'accord. Bon, mes enfants sont... tu vois pas trop qu'ils sont asiatiques. C'est un mélange, mais voilà. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je disais à mon mari, est-ce que tu veux bien rester avec moi et te montrer, quoi, juste te montrer. Donc ça paraît bizarre, mais c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, quoi. Des débuts sur le plan social qui sont pas hyper concluants, mais Sophie garde le moral, elle reste très occupée et elle me confiait même en off que faire les courses au tout début, ça lui prenait une journée entière entre tous les magasins qu'elle arpentait pour trouver les bons ingrédients. En fait, moi je cuisine et je pâtisse beaucoup et c'est vrai que trouver mes ingrédients... Voilà, puis au début, c'est la découverte. Et au début, quand tu arrives dans le supermarché, tu vois le prix des fruits et légumes, tu dis « Ah, mais ça va pas le faire ». Je me souviens qu'on s'était quand même fait la réflexion de comment on va manger, tu vois,
sainement entre guillemets quoi, parce que du coup, nous on avait fait un budget et tout ça et on s'est dit: «Putain, la salade à 5 $ que nous on la paye 1 €, même pas 1 € en France, ça va être, enfin voilà, ça va pas être tous les jours quoi». Donc oui, je passais mes journées à, ben, toutes les chaînes de supermarchés, à essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix, tout ça. Au début, on n'allait pas à Costco parce que, bah, il était hors de question de payer un membership pour, pour accéder à un magasin. Donc voilà, et petit à petit, même si pendant notre pré-visite, on nous avait un peu montré les magasins, bah, ça prend du temps de lire les étiquettes, de trouver les bons ingrédients. Rien que le beurre, je me souviens, j'ai fait quand je suis arrivée, j'ai fait une brioche que j'ai fait et refait pendant mes 2 années où je me suis entraînée pour la pâtisserie là. Punaise, ma brioche, elle est sortie, elle était pas bonne, quoi. Et parce que le beurre ici, si tu prends un beurre bas de gamme, et ben c'est pas du beurre, quoi. Tu vois déjà qu'il est tout blanc. Et voilà, quoi. C'est pareil, les œufs, tu vois, ils sont blancs. Ouais, ok, les œufs sont blancs, bon, mais c'est des œufs. Alors voilà, le temps passait vite parce qu'au final, les journées d'école sont courtes. Le temps que les enfants partent à l'école et tout, en fait, moi, j'avais quoi? J'avais 6 heures pour, ben voilà, m'organiser à la maison, faire les courses. Et puis tu fais rien à pied ici, donc ça prend vite, tu vois, s'il te manque un truc, ça te prend vite une demi heure, de faire l'aller-retour, donc j'ai pas vu le temps passer au début, c'est vrai. Tu t'es aperçu progressivement de cette difficulté en fait à t'intégrer socialement parce que tu étais très occupée et parce que finalement tu avais tellement de choses à penser avec la transition, l'aménagement? Ou est-ce que ça a été un peu une claque une fois que OK, ça y est, on est posé? Ah mais en fait, le reste a pas vraiment suivi? Enfin, je sais pas, comment est-ce que tu as vécu ça et comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Enfin, tu vois? Bah, c'est vrai qu'au début ça m'avait pas trop, enfin les gens étaient avenants, tu vois? Même au supermarché, donc tu avais toujours l'impression un peu d'avoir des contacts sociaux, et puis oui, comme mes journées étaient très occupées et très, orientées en fait, autour des enfants pour que eux l'installation se passe bien et tout ça, qu'au final, voilà, tu t'en rends pas compte tout de suite, quoi. Et puis au fil du temps, bah, quand tu as un peu plus de temps, le week-end et tout ça, pour te poser, tu te dis: «Ah bah, je ferais bien quelque chose ce soir». «Oui, mais avec qui?» Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rapprocher des autres expats français, parce qu'il y avait d'autres expats français à ce moment-là, dans la boîte de mon mari. Et donc on a commencé à se voir un petit peu, à échanger nos expériences, et tout le monde avait à peu près la même expérience. Donc après il faut dire que, de ce que j'ai compris, enfin nous, où on est en Pennsylvanie, ils sont assez, conservateurs, donc ils sont assez, aussi centrés sur la famille, sur les amis. Leur groupe d'amis, c'est le groupe qu'ils ont eu depuis toujours. Voilà, ils ont leur groupe d'amis, ils ont pas forcément besoin, ils sont pas très curieux d'aller découvrir d'autres cultures ou d'autres, Mmh. D'autres personnes, ouais, quoi. parce qu'ils sont déjà, eux, bien entourés, quoi. Ouais. Non et puis, c'est vrai que la valeur famille aux États-Unis, de manière générale, est très, très importante et c'est vrai que à l'âge adulte, c'est difficile, hein, de rencontrer du monde aux États-Unis, je trouve. Oui, ouais, moi je trouve. Enfin, Et d'intégrer, en fait, à part, tu vois, genre, tu croises les gens au parc, tu discutes avec eux, c'est très sympa, mais de réussir à tisser une relation plus loin. bah, je pense que ça aurait été plus simple avec des enfants peut-être plus jeunes. Enfin, ma fille était jeune, elle avait Ouais. 6 ans, mais je pense qu'avec des enfants encore plus jeunes, mon fils était en dernière année de primaire, donc en dernière année de primaire, il s'est lui, ça a été un peu compliqué, mais ça, on l'a découvert qu'après. En dernière année de primaire, les enfants se connaissent tous déjà, quoi. Donc, quand tu arrives, voilà, quoi. Et lui, c'est vrai qu'on pensait que ça allait bien. Et en fait, on s'est rendu compte, après Noël, quand on est revenu de France, qu'on était rentré en France à Noël, il nous a fait une crise de larmes, comme quoi il voulait pas aller à l'école, alors qu'on pensait que tout allait bien, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, les enfants avaient ce sentiment de nouveauté. Oh, il y a un nouvel enfant, il vient d'ailleurs. Donc, ils étaient très, très entourés tout le temps. Il y avait tous les autres enfants qui étaient autour d'eux. Et puis, en fait, après, ça s'est estompé, quoi. Donc, ils étaient plus, voilà, ils étaient plus le centre d'intérêt. Et donc, ça, mon fils l'a un peu mal vécu. Donc, ouais, c'était dur à ce moment-là. Et je pense que c'est à ce moment-là que, ouais, petit à petit, tu commences à te rendre compte que voilà, quoi. Pour toi non plus, c'est pas top top. Ouais. Et donc ça, c'est toi et ton fils, par exemple. Ton mari, lui, il a vécu comment ces premiers mois, cette première année? Bah, mon mari, il était à fond dans le boulot, hein, donc par contre, ce qui était bien, c'est qu'il était à fond dans le boulot, mais en France, il faisait des horaires, enfin, il partait à l'usine à 7 heures, il rentrait à 7 heures. Là,
Je me souviens de lui rentrer à la maison à 4h30, 5h, et il jouait avec les enfants, quoi. Le truc qui arrivait jamais en France. Et ça, tu t'es dit, ça, c'est quand même... hyper précieux. Ça n'a pas de prix, quoi. Donc, mais après, la journée, il était au boulot. Et puis le fait aussi que les expats qu'on connaissait, c'était des gens du boulot. Il ne voulait pas forcément, lui, tu vois, rencontrer aussi ces personnes-là. Parce que lui, en dehors du boulot... il voulait voir d'autres gens. Il voulait déconnecter et c'était pas pour parler boulot, quoi. Donc ça aussi, ça a fait que on s'est pas trop mêlés au début, quoi. Et puis nous, au début, on était aussi vachement dans l'exploration. Donc tous les week-ends, en fait, on partait partout. Enfin, tu vois, on est allé. Je me souviens, le premier grand week-end de 3 jours qu'ils ont eu, on est parti au Canada, quoi. Enfin, 5 heures de route, on y va, quoi. 3 jours, quoi. C'est bon. Donc on n'est pas trop non plus resté autour de chez nous pour faire connaissance, quoi. Pendant 2 ans, là, à chaque fois, parce que comme ils n'ont pas de vacances, vraiment de vacances, à chaque fois qu'on avait une opportunité, un grand week-end, on partait, quoi. Et c'est vrai que les gens ici partent pas. Je sais pas, ils voyagent pas, j'ai l'impression. Enfin, c'est comme en France, je veux dire, si tu vis en France et que tu as passé ta vie en France, tu pars pas tous les week-ends non plus, tu vois. Voilà, c'est ça. Et alors, donc, il s'est passé presque 7 ans. Avant de parler d'aujourd'hui, est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que ça évolue, en fait, votre vie sociale? Comment t'arrives, en fait, toi, quand même, à t'épanouir malgré cette difficulté, quoi, à tisser des liens un peu plus profonds? Au bout de 7 ans, je peux dire qu'on commence tout juste... Enfin, moi, personnellement, je commence tout juste à vraiment échanger, des fois presque au quotidien, avec d'autres Américaines. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, la personne avec qui j'échange le plus, c'était ma voisine. Donc on a déménagé il y a 2 ans, là on a acheté une maison parce qu'on est passé en contrat local. Et la personne avec qui j'échange le plus en ce moment, c'est ma voisine qui habitait mais de l'autre côté de la rue, de mon ancienne maison, à qui j'ai pas parlé pendant les 5 ans où j'étais là-bas. Il y a un truc de fou, quoi. On savait que nos enfants allaient à l'école, enfin ils ont pas tout à... Si, ils ont à peu près le même âge. Mais on se voyait pas parce qu'elle, en plus, elle avait un programme hyper chargé. En plus, elle est chinoise, comme moi. Mais on s'était jamais parlé. Et en fait, l'élément déclencheur, en fait, ça a été le Covid. Parce qu'il y a eu le Covid. Donc, moi, je me suis... pendant le Covid, j'ai un peu ouvert mon activité pâtisserie. En proposant aux gens, moi, je peux vous faire des gâteaux si vous voulez pas bouger de chez vous. Enfin, voilà, dans le lotissement, tu vois, juste sur une application de voisinage. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais très, très brièvement. Et depuis, on échange, et de plus en plus. Et on s'est rapprochés aussi des Français. On a fait connaissance avec d'autres Français, donc pas de l'entreprise où travaille mon mari. On a finalement réussi à rencontrer d'autres Français. Je me suis inscrite aussi à des meet-up. Pour rencontrer des Américains. Alors, c'était assez rigolo parce qu'au début, j'avais contacté l'organisatrice et j'avais dit est-ce que je peux venir Donc, c'était un groupe francophone, donc des Français qui voulaient parler... des Américains qui voulaient parler français. Et j'avais demandé à l'organisatrice est-ce que je peux venir donc, c'était une fois par semaine. Mais moi, je parle anglais et vous me parlez en français. Comme ça, c'est gagnant-gagnant, quoi. Et non, donc elle voulait pas, il faut que tout soit en français. Donc, au début, ça m'intéressait pas trop de parler français. Moi, je voulais parler anglais. Ouais. Donc, je n'avais pas adhéré tout de suite. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion de rencontrer des gens. Et j'ai rencontré plein de gens via ce groupe, mais des gens super gentils, adorables, qui ont voyagé, parce que du coup, qui parlent plusieurs langues, même autres que le français, mais qui sont un peu plus âgés. Qui n'ont plus les enfants du même âge que moi, et leurs enfants, tu vois. Donc, plus autour de la 55-60 ans, mais des gens adorables. Et du coup, je me suis retrouvée à faire des lunchs avec ces personnes. Tu vois, des fois, je fais tous les 2-3 mois, j'ai rendez-vous avec ma copine Jennifer qui a 75 ans et on va faire un lunch. Mais voilà, quoi. Et au final, c'est super, mais tu vois, c'est pas elle que je vais appeler si j'ai un coup de blues un soir pour aller boire un coup, quoi. Donc après, t'essayes de... Voilà. Moi, ce qui me manque aujourd'hui le plus, c'est je décroche mon téléphone, écoute, on va boire, on sort, on boit un verre entre filles, voilà. C'est ce qui me manque aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Voilà, la spontanéité, ouais, voilà. Il y a ça aussi. Donc aujourd'hui, oui, on connaît des Américains, on connaît, mais on n'a pas ce groupe d'amis
Voilà. On l'a avec quelques expats français, mais ça reste... Ouais. Ils sont pas nombreux, quoi. Donc du coup, il s'est passé quelques années depuis votre arrivée. Aujourd'hui, tes enfants, ils sont adolescents. Tu as lancé donc ton activité pâtisserie, ton business, donc pendant la pandémie. Et ce que tu me confiais, en fait, c'est que voilà, les enfants grandissent et bon, sont de plus en plus autonomes, indépendants. Et puis il y a un moment en fait, où tu te retournes sur toi et tu te fais « et moi, quoi ?» Tout le monde a évolué. Enfin, mon mari a évolué dans son travail. On est aujourd'hui plus expat, on est passé en contrat local il y a 2 ans, ce qui nous a permis aussi d'acheter une maison et de vraiment démarrer mon activité de pâtisserie parce que je ne pouvais pas faire dans l'autre maison qu'on louait. Donc parce qu'il fallait que je fasse certifier ma cuisine et le propriétaire n'était pas d'accord. Donc ça, c'était un frein aussi pour me lancer dans la pâtisserie. Et oui, les enfants, maintenant, c'est des ados. Alors, quand tu dis ils sont indépendants, autonomes, voilà. Hein. Plus qu'il y a 7 ans. Plus qu'il y a 7 ans, sûr, mais je pense qu'ils sont encore plus demandeurs de plein de choses, parce qu'il faut les emmener d'un point A à un point B non-stop. Vu qu'ici, les transports, voilà, c'est... Ils ont quel âge aujourd'hui ? 14 et 16. Donc, on est aux États-Unis. Il y en a un qui peut passer le permis bientôt. Ah, ça y est, je peux te dire que le mien, quand il a eu 16 ans, on était au DMV une semaine après. Et voilà, donc oui, tout le monde a grandi, tout le monde, on est bien installé. Maintenant, je passe plus une journée à faire mes courses, j'ai mes repères et tout ça. Mais en attendant, moi, mon activité, elle était un peu en stand-by. Du fait que, on a mis... j'ai quand même passé les 2 premières années à bien installer, que tout le monde soit bien installé, quoi. Donc, voilà, je me sens... il faut que moi, je bouge, quoi. Parce que j'ai bientôt 50 ans et que je peux pas rester complètement même à rien faire, quoi. C'est pas que je fais rien, mais... Et justement, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Est-ce que c'est pas aussi un peu, je vais dire, un rôle ingrat en fait qu'on donne aux conjoints d'expatriés, en fait, c'est que l'expatriation en fait de toute la famille tourne aussi parce que tu dis je ne fais pas rien justement, quoi. T'es super occupé en fait à faire en sorte que tout le monde s'intègre bien, que l'intendance familiale marche bien. Mais finalement, en fait, c'est vrai que le danger, en fait, dans tout ça aussi, c'est qu'on peut avoir tendance à s'oublier, quoi. Complètement. Parce que tu passes un peu au second plan, entre guillemets. Tu fais tout... Parce que tu te mets aussi la pression, parce que... moi, je me suis mis la pression parce que, justement, je travaillais pas. Donc, c'était mon rôle à moi de faire que tout soit, tu vois, nickel, que tout roule... que mon mari n'ait pas à gérer et pas à faire d'intendance ou à gérer des trajets et tout ça parce que lui il rentre du boulot et que moi je bosse pas donc c'était normal que je le fasse, mais en même temps ce que je fais aujourd'hui je le faisais quand on était en France. Toute cette partie intendance de la maison, toute la paperasse, l'administration, tout ça, c'était moins compliqué au niveau de la paperasse, mais je gérais déjà tout ça en France, mais avec un travail à plein temps. Et il y avait des fois où, quand je parlais à mes copines en France, je me disais, mais comment je faisais avant pour gérer tout ça, alors qu'aujourd'hui, je travaille plus et je me sens encore plus débordée qu'avant. Peut-être parce qu'au final, sans s'en rendre compte, on se met plus la pression, parce qu'on sait qu'on ne travaille pas, donc on n'a pas le droit à l'erreur, parce que si tu te plains, on va te dire, mais attends, mais tu bosses pas, de quoi tu te plains, quoi. Donc tu penses que tu n'as pas le droit de te plaindre Quelqu'un te l'a dit ou est-ce que c'est une pression que tu te mets toute seule ? Tu vois, des fois, tu as des remarques. Tu fais, ouais, mais tu as la belle vie. Tu travailles pas, tu as la belle vie. Tu pars en week-end, tu voyages, tu visites les États-Unis. Franchement, c'est top. Et après, les gens, j'ai envie de leur dire, ouais, c'est top, mais tout le monde t'envie, tout ça, te dit que tu as la vie facile. Parce qu'au final, tout repose un peu sur les épaules de ton mari qui bosse, lui, c'est lui qui ramène l'argent et tout. En même temps, moi, ces gens, tu vois, des fois, je leur disais, mais t'as eu le courage, toi, de tout plaquer? T'as eu le courage de partir, laisser ta famille, tes amis, t'aventurer dans un nouveau pays? Oui, peut-être que tout semble facile. Tout semble facile sur les réseaux sociaux parce que t'as pas envie de partager non plus, t'as pas envie de te plaindre parce que tu as peur d'être jugé.
Et puis parce que c'est pas le but aussi de mes comptes Instagram. Voilà, moi ce que je partageais, c'est soit la bouffe, soit soit la nourriture, enfin soit les voyages. Et des fois, oui, tu passes des coups de gueule et tout, mais ouais, t'as l'impression que, enfin, moi je l'ai pas trop ressenti avec mes amis, mais parce que je pense que, voilà, mais tu vois, des fois avec la famille, la belle famille, tu ressens que, de quoi tu te plains, quoi. Enfin, Ah ouais. Mais est-ce que du coup, c'est pas un gap générationnel aussi, en fait, justement, tu vois, que ce soit les parents ou les beaux-parents, pour qui c'est presque normal que tu restes à la maison, ouais, enfin, tu alors vois? moi c'est particulier parce que je suis chinoise, donc j'ai une culture asiatique et même déjà en France, enfin pour moi en tant que femme, enfin pas mes parents, je vais pas dire mes parents, mais c'est vrai que ma mère me faisait souvent des remarques comme quoi voilà, c'est toi la femme, c'est à toi c'est ton rôle, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça, voilà quoi. Donc c'est un peu particulier aussi. Voilà, moi je suis asiatique. Mon mari, lui, pas dire qu'il a été coucouné, mais bon, un petit peu quand même. Donc il est français et c'est vrai que on essaye d'inculquer certaines valeurs à nos enfants, donc du fait de notre culture. Par contre, j'essaye d'être plus présente avec mes enfants que l'ont été mes parents. Donc ça aussi, ça prend du temps. Et voilà quoi. Et quand je prends du temps pour moi, c'est vrai que ma mère elle me dit mais et tes enfants et ton mari? Bah ouais, mais bon, mes enfants et mon mari, ils ont besoin d'une maman ou d'une femme qui soit bien dans ses baskets et Épanoui, bon, bien épanouie. sûr. Et j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi parce qu'au final, enfin voilà, quoi, tout ce que je fais, c'est pour eux aussi, quoi. Donc pas toujours facile, mais je pense que voilà, en tant que femme d'expat, enfin conjoint d'expat, on peut pas dire femme parce qu'il y a peut-être des hommes aussi. T'as, même si tu fais la même chose que ce que tu faisais en France, tu as la même charge de travail, t'as pas d'excuses quoi. En France, si tu t'as pas envie de faire le repassage parce que voilà, j'ai fini le boulot, j'ai fini mon boulot, mes 35 heures, j'ai pas envie de faire le repassage à la maison, on va te dire ouais ok voilà. Ici, si je fais pas mon repassage, on va me dire mais t'as fait quoi toutes les journées? Souvent j'ai cette question là, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu sais, genre mes enfants, t'as fait quoi aujourd'hui? Bah rien, je suis restée en pyjama toute la journée, j'ai regardé la télé. Non mais sérieux, non mais sérieux. J'ai l'impression que des fois c'est ce qu'ils croient. Tu sais. Comment tu réponds en fait à toutes ces personnes-là? Parce que du coup, tu te mets une pression, j'ai l'impression, hyper importante. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils sachent? Il y a un changement un peu sociétal en fait de notre vision des conjoints d'expat à opérer. Je sais pas par quoi est-ce qu'on peut commencer en fait. Enfin, tu vois, est-ce que ça va se passer par notre génération? Est-ce que ça va se passer par la génération de nos enfants aussi, de leur ouvrir un petit peu les yeux sur tout ça? Je sais pas. Franchement, il faut que les gens se rendent compte, c'est que l'expat. J'ai posté pas mal de trucs dernièrement sur l'expat. J'avais trouvé pas mal de trucs sur Instagram, tu vois, des gens aussi je pense que je suis pas la seule à ressentir ça, quoi, qui ont envie de montrer aux gens que oui, l'expat, ouais, sur les réseaux sociaux, c'est génial. Mais que. Alors, je dis pas que tout est à. Enfin, non, franchement, c'est génial, mais il faut voir aussi que là où on se met plus la pression, je pense, quand on est expat, sur plein de choses. Et ça, on le montre pas forcément parce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit de le montrer, quoi. Donc, les gens fassent un peu plus attention, enfin, tu vois, ne jugent pas quelqu'un. Est-ce que toi, avant de partir, tu aurais eu tendance à juger parce que vu de loin, tu te rendais pas forcément compte de ce que ça représentait? Oh bah oui, je pense, oui. Je pense que oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut dire aux gens, voilà, la vie est pas rose et la vie d'expat non plus n'est pas rose, quoi. Enfin, moi, il y avait des choses qui m'avaient, tu vois, quand on parlait de notre arrivée, moi au début, quand on est arrivé, vu que tout passait par mon mari, même quand on allait à la banque ou qu'on allait à la sécu ou quoi, la personne en face me regardait même pas. Il parlait, oui, alors votre femme, elle doit faire ça, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Et là, tu te dis, mais oh, je suis là, quoi. Et parce que moi, je suis un L2, je suis sous le visa de mon mari, donc c'est lui qui, administrativement, tu vois, je suis attachée à lui, donc tout dépend de lui. Et c'était pareil avec les avocats. C'est vachement humiliant. Ouais. Mais tous les papiers qu'il fallait transmettre et tout ça pour les débuts, l'installation et tout ça, donc ils envoyaient toujours à mon mari, qui lui bossait,
Et tu sais, à un moment donné, j'ai envoyé un mail aux avocats, j'ai dit, écoutez, étant donné que c'est moi qui fournis les papiers de toute façon, pourquoi vous ne m'envoyez pas directement les demandes email à moi au lieu d'importuner mon mari? Et là, on te dit, non, le contrat, c'est votre mari, c'est au nom de votre mari, donc ça passe par votre mari, et après, il vous fait suivre. Tu vois, enfin, c'est rien, mais en même temps, tu vois, ça te fait... C'est beaucoup. C'est beaucoup parce Au contraire. que, voilà, ça te fait comprendre que toi, t'es femme d'eux, quoi. Ouais, t'es femme d'eux et que c'est presque... On te résume à ce statut-là, c'est quoi, ça. presque. C'est hyper dur. Enfin, tu pars d'une femme indépendante qui a une vie sociale développée, qui a un métier qu'elle peut exercer. Et finalement, enfin, je veux dire, t'as beaucoup de cartes en fait qui sont rebattues quand tu pars à l'étranger. Après, il y a le fait que moi, j'avais pas de travail, quoi. Donc j'étais femme au foyer. Ça aussi, c'était un grand changement pour moi de passer d'une vie femme active à une vie de femme au foyer. Quand j'ai rencontré mon mari, je gagnais plus que lui, hein. Et donc de passer, à ce statut-là où je gagne plus ma vie entre guillemets. Même si mon mari a jamais été, il nous répète sans arrêt que voilà, si on a réussi notre expat, entre guillemets, c'est aussi grâce à moi, parce que tout ce que je fais derrière, donc heureusement qu'il le reconnaît. Mais quand bien même, quoi. Aujourd'hui, maintenant, avec mon activité de pâtisserie, quand je vois un gâteau, je dis ouais, chouette, putain, c'est mon argent. Enfin, bon, c'est notre argent, mais c'est moi qui l'ai gagné quand même, quoi. Donc, je dis allez, je te paye un verre ce soir. C'est quelque chose que vous évoquez librement, je veux dire, au sein de ton couple. C'est tous ces changements de paradigme, en fait. Mon mari le sent quand ça va pas ou tout ça, donc à plusieurs reprises. Lui me l'a dit et moi je lui ai dit aussi quand lui il avait des difficultés au travail. C'est à plusieurs reprises on s'est posé la question est-ce qu'on rentre quoi. L'expat pour nous ça n'a jamais été quelque chose. C'est pas une décision permanente quoi. Donc on était venu pour 2 ans, on a renouvelé 2 ans, on a encore renouvelé 1 an. Là maintenant on est en contrat local. On a fait notre demande de green card, qui doit arriver demain. Yeah, après 2 ans. Mais pour nous, c'est pas un état permanent, quoi. On sait qu'on a gardé notre appartement dans lequel on se sentait si bien, on l'a mis en location, on l'a gardé parce que justement, on s'est dit, si un jour on rentre, on veut retourner dans cet appartement. Donc c'est souvent qu'on se pose la question, on rentre pas. Tu sais ce que tu as aujourd'hui, tu sais pas ce que tu auras demain. La porte est toujours ouverte. Et voilà quoi. Et avec mon fils là qui en plus donc il va bientôt, il va passer en terminale l'année prochaine, donc on va se poser la question des universités tout ça. Lui, il n'est pas contre le fait de rentrer. Ah ouais, comme quoi. Bizarrement oui. Alors qu'on pensait que c'était des vrais Américains. Aujourd'hui, si on rentre pas, c'est surtout à cause des enfants parce qu'ils ont passé la moitié de leur vie ici maintenant. Ma fille, elle, je pense qu'elle serait pas prête à rentrer. Mais après, si mon mari a une opportunité, voilà quoi. On n'est pas fermé au fait de rentrer. Partir ailleurs ou rentrer pour de bon? Non, partir ailleurs. Je partirai pas ailleurs. Je sais pas. Pas dans un autre pays. Moi, c'est vraiment... Ça a toujours été les États-Unis, donc voilà. Malgré toutes ces difficultés-là, ouais. Pour toi, ça reste les États-Unis, quoi. Oui, ouais. Parce que au final, oui, il y a eu des difficultés, mais bon, après... la vie est faite aussi de difficultés, mais l'expérience d'expat, c'est quand même quelque chose de formidable, quoi. Ça t'ouvre sur plein de choses. Tu vois la vie différemment, tu relativises sur beaucoup de choses. Donc, si c'était à refaire, je le referais sans problème. Mais voilà, il faut voir aussi que derrière, il y a des choses qui sont moins roses, mais voilà. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez pesant pour toi, la difficulté que tu as justement à extérioriser ce malaise. Même, on s'est appelé avant d'enregistrer cet épisode parce que tu étais, je me sens pas forcément légitime, je me sens mal, je veux pas qu'on pense que je me plains, alors que t'as le droit de te plaindre, quoi. T'as le droit de dire quand ça va pas. Oui. Et puis cette culpabilité un peu permanente, qu'est-ce qui aurait pu changer, en fait, tu vois, cette partie-là de ton expérience aux États-Unis? Est-ce que, est-ce que... à part des rencontres qui sont peut-être un petit peu plus faciles et plus rapides peut-être, est-ce que, il y a un conseil en fait que tu pourrais donner à quelqu'un qui passerait par là, tu vois? Parce que je sais que t'es vraiment pas la seule.
Je pense que le fait que j'ai pas travaillé, ça a beaucoup joué. Peut-être que si, tu vois, j'avais trouvé, parce qu'il y a beaucoup de conjoints d'expats qui travaillent aussi, hein. Donc, je pense que voilà, peut-être que si j'avais travaillé, socialement, j'aurais peut-être rencontré des gens et voilà. Sauf que ma situation faisait que, bah, déjà au début, j'ai pas voulu travailler pour faciliter l'installation parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. Ensuite, je voulais pas retravailler dans le même domaine que ce que j'avais fait en France, puisque pour moi, c'était vraiment l'occasion de démarrer cette activité de pâtisserie, que j'ai pas pu faire tout de suite, parce que je voulais vraiment avoir mon business à moi. C'était pas aller travailler, et puis aller travailler dans une pâtisserie ici, faire des cupcakes, moi, ça m'intéressait pas, quoi. Si je montais quelque chose, c'était vraiment mon affaire à moi, la pâtisserie française. Je voulais pas faire autre chose. Donc, ce qui n'était pas possible pendant les premières années. Et puis après, je voulais le faire de la maison parce que les enfants étaient encore jeunes. Donc voilà, mais comme j'ai pas pu faire, je pouvais pas le faire de la maison parce qu'on louait. Donc voilà, ça s'est vraiment déclenché il y a 2 ans quand on a emménagé ici et tout ça. Mais même après, aujourd'hui, bon bah j'ai plein d'idées pour développer mon activité, mais si j'avais travaillé, peut-être que l'expérience aurait été différente. Si j'avais travaillé en fait dans un environnement, tu vois, avec d'autres gens, quoi. Parce que après voilà, vu que je travaillais de la maison, c'est pas non plus. Voilà, je rencontre des gens, mais c'est des clients, donc c'est peut-être pas le genre de personne avec qui je vais aller boire un café, je sais pas, peut-être. Ah bah, faut bien commencer quelque part. Bah oui. Tu te dis que voilà, t'as pas le droit de te plaindre parce que t'as la belle vie, parce qu'au début quand t'es expat, t'as plein de privilèges, tu vois, la maison était payée par la boîte, enfin, tu vois, t'as plein de trucs que tu payes pas, quoi, en tant qu'expat. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la belle vie, parce que après tous les contrats d'expat sont peut-être pas pareils, mais nous c'est vrai qu'on était quand même vachement bien couverts par le contrat de mon mari, et voilà, quoi. Donc c'est fait que, bah oui, on peut voyager parce qu'on n'a pas à payer plein de choses, oui. Donc oui, tout ça, je crache pas dessus, hein, c'est génial. Mais il y a des fois où voilà, tu as besoin aussi d'être entourée, j'ai besoin d'avoir mes copines, j'ai besoin de souffler. Donc il y a un mois, tu vois, j'ai pété un câble et je me sentais vraiment pas bien et je savais même pas pourquoi, mais je pense que je commençais juste à déprimer en fait. Parce que les enfants, ils ont tellement pris l'habitude de m'avoir à la maison que pour eux, c'est normal que. Enfin, tout ce que je fais pour eux est normal. Donc j'ai pété un câble et puis j'ai dit. Et puis mon mari l'a bien vu et voilà, je suis rentrée en France 10 jours toute seule. J'ai planté mari et enfant. Bon, j'aurais préparé des lunchbox quand même avant de partir. Hein. J'ai mis quelques lunchbox au congèle. Donc la pression toujours. Oui, non, mais ça, je pense que voilà. Après, c'est aussi moi. Je me mets aussi peut-être la pression, mais voilà quoi. Après, je te dis pas ce qu'ils ont fait des lunchbox, mais il y a eu des mélanges un peu. On va pas en parler. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait un break. Je suis partie 10 jours. Je suis rentrée 10 jours en France. J'ai passé du temps avec ma maman, qui au passage, quand je lui ai dit que je rentrais en France, elle m'a dit mais pourquoi faire? Je lui ai dit déjà pour passer du temps avec toi, et aussi parce que j'ai besoin de temps pour moi. Mais pourquoi faire? Parce que Arnaud et les enfants, comment ils vont faire? Ils ont besoin de toi et tout ça. Je dis oui, mais moi j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Et ça, elle le comprend pas, quoi. Et est-ce que ça c'est un truc générationnel ou c'est aussi peut-être un peu la triculture comme tu le disais? Je pense que voilà, il y a les deux. Hein. Il y a le fait que enfin bon, déjà mon mari il est sur un piédestal pour ma mère. Donc oui, je pense que c'est générationnel et c'est aussi la culture parce que voilà, nous, en tant que femmes asiatiques, on doit prendre soin de notre famille. Si Sophie est installée aux États-Unis avec sa famille depuis plus de 7 ans, elle avoue tout de même ne pas envisager son futur à très long terme ici. Plutôt qu'une autre expatriation, elle préférerait rentrer en France. Mais vous allez le voir, Sophie et sa famille ne semblent pas tout à fait prêts à sauter le pas pour le moment. Pour l'instant, même si on l'évoque de temps en temps, le fait de rentrer en France, pour l'instant, on reste ici. Effectivement, on a toujours dit avec mon mari qu'on ne se voyait pas vieillir ici, parce que moi, il y a plein de choses qui me manquent
en France, quoi. Ma famille, mes amis, et puis l'art de vivre, en fait, où tu as envie d'aller boire un coup, tu sors, tu trouves un café, tu as envie de manger à 9h du soir, tu peux aller manger à 9h du soir. Ici, à 9h du soir, tout est fermé. Donc, oui, l'art de vivre, quoi, français me manque. Et voilà, quoi, et le côté social, c'est pas le même. J'adore les États-Unis parce que les gens ici sont bienveillants, en fait, c'est ça. Donc au quotidien, si tu veux, ça fait beaucoup de bien parce que tu sors, tu vas faire tes courses, il y a quelqu'un qui va dire « Oh, j'adore tes chaussures, j'adore ton sac ». En France, quelqu'un qui t'accoste pour te dire ça, tu dis « Qu'est-ce qu'elle me veut, quoi ?» Alors qu'ici, ils ont toujours un mot gentil, enfin, tu vois. Donc ça, je trouve qu'au quotidien, c'est super agréable. Donc ça rend quand même la vie douce et agréable. Quand tu rentres en France, tu as l'impression que tout le monde te tire la tête. Bon, je vais m'attirer les foudres, mais voilà, quoi. Et après, le futur ici, ça dépendra un peu aussi du travail de mon mari, quoi. C'est marrant parce que finalement, on va avoir la green card. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. Et j'ai l'impression que maintenant qu'on va l'avoir, c'est maintenant qu'on se pose le plus la question de savoir si on reste ou on reste pas. Bon, il y a plus de chances qu'on reste que de chances qu'on rentre, mais tu vois ce que je veux dire là. Au début, on se posait pas du tout la question, on vivait notre truc, et puis plus ça va, et ouais, plus on a l'impression que... Il y a plein de choses qui me manquent plus de la France. Tu vois, au départ, je sais que beaucoup d'expatriés français, c'était la nourriture, tout tourne autour de la nourriture chez nous. Donc, moi, au final, j'ai réussi à m'adapter avec les ingrédients ici. Voilà, j'ai pas de lardon, j'utilise du bacon, ça me va très bien, quoi. Mais après, j'ai plein d'autres choses aussi qui me manquent. Donc, je te parlais de l'art de vivre et tout ça, qui font que je pense qu'on vieillira pas ici, quoi. Et je pense pas non plus que, tu vois, un jour... Après, ne jamais dire jamais, mais je pense pas demander la citoyenneté américaine non plus. Donc c'est une parenthèse sympa qui pose quand même pas mal de questions. Oui. Une parenthèse prolongée qui pose encore pas mal de questions. Mais parenthèse qui est, au final, même si très positive, hein. Enfin, je regrette rien de ce que j'ai fait, et comme voilà, ouais, ce que j'allais te demander. Je le referais si c'était à refaire. Je le referais peut-être différemment. Tu ferais quoi de différent alors, à part peut-être bosser si t'avais pu plutôt? Voilà, bosser, parce que je pense que socialement, j'ai fait tous les efforts que je pouvais faire, quoi. Après, je veux pas aller, tu vois, je veux pas aller m'imposer chez les gens, quoi. Enfin, on partirait peut-être plus tôt, du coup, avec des enfants plus jeunes. C'était plus facile. Après, parce que il y a d'autres expats avec qui ça se passe très très bien. Enfin, la plupart des expats, je pense que ça se passe très très bien, mais... Tu vois, l'autre jour, j'écoutais le témoignage de Sabrina, là, qui sont rentrés en France, là. Pour eux, l'expérience n'est pas bien passée du tout. Je me suis retrouvée dans pas mal, quelques aspects quand même de ce qu'elle évoquait. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Sophie pour la générosité de son partage, sa disponibilité et le partage de son témoignage très personnel. S'il y a une leçon qu'on peut tous tirer de cette histoire, c'est peut-être de faire attention aux jugements que l'on pose un peu rapidement parfois les uns sur les autres. Que ce soit sur les conjoints d'expatriés, que ce soit sur la vie à l'étranger, que ce soit sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on ne sait pas tout. Et je pense que c'est important de s'en souvenir. Je vous remercie très sincèrement de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine. Tu me mentionnais en off que les Anglais ont tendance à dire interesting, mais qu'en fait c'est pas si positif que ça. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu? Ouais, ça a été mon plus grand ascenseur émotionnel du début, puisque dans les premières semaines, je suis arrivé effectivement dans ces réseaux et donc tu discutes avec 30 entrepreneurs et tu fais des one-to-one avec chacun, et derrière c'est oh interesting, oh ok, et tu te dis je vais vendre, je vais cartonner. Et là, moi, j'ai appelé mon associé, je lui dis salut Max, écoute, je sors d'un meeting, le gars est super intéressé, ça va le faire. Ça signait jamais.
Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, ça j'ai appris, que la culture anglaise et la politesse anglaise faisait que quand ils te disent ça, c'est une manière polie de dire non, tout simplement. En fait, on dit pas non en Angleterre ? En tout cas dans le business ? Non, ils ont du mal. Et d'ailleurs, nous les Français, c'est pour ça que parfois on est vu un peu comme des bossy, entre guillemets, comme ils disent, ou autre. On est très direct, très cash. C'est juste que nous, quand on veut pas, on dit non, ça m'intéresse pas. Alors que la culture anglaise, c'est beaucoup moins ça. Ils vont prendre plus de pincettes ou te dire oui peut-être, ou intéressant, et repousser à plus tard. On arrive avec une bonne intention qui est de dire... Bon, moi, je vais essayer de pas trop fréquenter des Français au départ. Je vais essayer de m'intégrer. Et au final, tu te rends compte que quelques mois après, c'est quand même plus simple parce que les locaux t'ont pas attendu. Ils ont leur tissu social, ils ont leur vie. Donc c'est quand même plus simple de lier avec d'autres Français avec qui tu partages la langue et la culture, mais aussi avec d'autres étrangers. Toi qui sont dans la même situation que toi et qui se disent moi aussi je suis expat, donc j'ai pas tant d'accroche que ça, en tout cas en local, et donc ils sont plus ouverts d'esprit, en tout cas c'est mon expérience, pour pouvoir lier et créer des nouvelles amitiés adultes. Voilà. Mais je me suis dit, tu vois, mais il y a un moment donné où t'as un peu ce complexe et tu te dis, j'essaie de le cacher, je vais essayer d'apprendre à prononcer mieux, etc., tu vois. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu te dis, mais c'est quoi ma stratégie ? Est-ce que j'essaye de capitaliser sur mes points forts ou est-ce que j'essaie de travailler mes faiblesses ? Ce qui demande beaucoup plus d'énergie et de temps. Et en fait, mes points forts, c'est que on a une boîte qui tourne, on a des très gros clients, des très belles marques. Toi, quand tu travailles avec des Lavazza, Bic, Nike ou autres, aujourd'hui, ça parle à tout le monde. C'est robuste, ça parle à tout le monde. Et donc, on va plutôt en faire une force et dire, nous, ce qu'on apporte, c'est ce côté français. Alors, c'est sûr, c'est clivant. Ça met de côté tous ceux qui veulent pas bosser avec des Français. Ça met tous ceux qui ont ça met de côté tous ceux qui ont une mauvaise image des Français. Par contre, tous ceux qui, au contraire, sont intéressés, eux, ça les engage davantage. Voilà. Donc maintenant, on y va et je mets les pieds dans le plat et dès les premières minutes, j'ai mon elevator pitch, tu vois. Voilà, j'ai un nom anglais, mais je suis bien français, rassurez-vous, et les gens l'entendent bien. Je sais pas en verbal en tout cas, mais après en manière de faire pour essayer de créer des amitiés, c'est vrai que les codes sont un poil différents. Nous, on a l'habitude en tant que Français à inviter à venir déjeuner ou dîner chez nous. Voilà, il y a quelque chose autour de la maison, le foyer. Ici, beaucoup moins. Ici, c'est beaucoup plus. En fait, on va se retrouver dans le parc. On va se retrouver dans le pub. C'est normal, c'est la culture locale. Donc c'est assez différent, mais il faut pas justement se dire tiens, j'ai l'impression qu'ils ont pas envie d'être potes ou un peu plus parce que en fait c'est normal ici, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet à avoir à l'esprit parce que parfois tu peux dire mince, ils ont pas l'air intéressés et nous on voulait lier d'amitié et en fait non, c'est juste que c'est comme ça les codes ici. Ouais, non, ça fait naturellement en fait, vu que quand on t'invite, on te dit viens au pub avec nous, ou etc. Après, tu t'en fais de même. Je pense que c'est aussi notre responsabilité, nous, tu vois, quelque part. On est expatriés, c'est nous qui venons dans ce pays-là, dans cette culture. C'est aussi à nous de nous adapter au code et faire aussi notre pas. Donc, et je pense que ça doit venir d'abord de nous. Donc, non, on s'y habitue. Et puis maintenant, je t'avoue qu'on adore. On adore nous dire tiens, ce samedi ou dimanche, on se retrouve, on se fait le Sunday roast et on passe 2 heures, 3 heures au pub. Et quand il n'y a pas les siestes, évidemment, quand il n'y a pas tout ça, mais et on passe un bon moment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et, comme toujours, je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. Putain, excuse-moi, j'ai une espèce de moustique qui essaie de me rentrer dans le nez, c'est très désagréable.